Hello, hello! On se retrouve une nouvelle fois pour un nouveau live Insta Papote où on va tout simplement discuter. Si vous avez des questions, s'il y a des choses voilà, que vous souhaitez qu'on aborde ensemble, coucou à la team qui sera en live, coucou à la team qui verra ça en replay, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. N'hésitez pas, si vous êtes de la team replay, n'hésitez pas à me le dire en commentaire que je sache s'il y a des choses dans ce live que vous avez retenues, qui vous ont été utiles, etc. Comme ça me permet aussi d'approfondir pour les prochains sujets que je ferai dans les prochains lives, du coup, puisque j'en fais régulièrement. D'ailleurs, je pense que là, il va en rester 2 avant que je parte en vacances, donc les 2 semaines qui arrivent. Et je verrai après pour reprendre ça en septembre à la rentrée. Je vous tiendrai au courant. Mais bon, comme ça, au moins, vous avez une idée comment dire, vous avez une idée de savoir à peu près quand est-ce que ça va revenir ou pas. Mais en tout cas, il en reste encore 2 plus celui-ci avant la pause estivale. Donc déjà, en attendant que tout le monde se connecte, si vous avez des questions, des choses comme ça, je voulais vous partager un truc que j'ai partagé en story hier, je crois. Je suis super contente parce que j'ai la première personne qui a décidé de me faire confiance pour l'accompagnement coaching, donc l'accompagnement de coaching sur 4 mois, qui a pris sa place. Donc il n'en reste plus que 3 maintenant dans les places à prix de lancement. Donc je suis très très contente. C'est quelqu'un que je connais déjà puisque c'est quelqu'un que j'avais accompagné via du mentorat dans la BSB de l'année dernière et qui du coup a besoin d'aller encore plus loin cette année et de faire du tri dans ses différentes activités. Donc je suis très contente de pouvoir l'accompagner là-dessus. Donc voilà, ça c'est un petit truc que j'avais envie de partager parce que je suis vraiment heureuse là-dessus. Donc il reste 3 places. N'hésitez pas s'il y a besoin. Si vous avez des questions, je suis disponible aussi pour en parler. Ce sera avec plaisir. En attendant qu'il y ait des questions ou des choses, comme d'habitude, j'ai toujours des idées ou des trucs à partager. Donc, dans les choses dont on a parlé récemment, on va dire avec des clients, avec des personnes avec qui j'échange sur Instagram, sur LinkedIn ou même sur YouTube, et d'ailleurs aussi sur Twitch, je voulais parler justement de la gestion des avis négatifs. Parce que la gestion des avis négatifs, c'est jamais évident, c'est toujours difficile et il faut toujours réussir à faire la part des choses entre les avis qui sont négatifs mais constructifs et les avis qui sont juste purement négatifs, donc trolls, enfin voilà, des personnes vraiment sincèrement, foncièrement désagréables et ça c'est en effet le pire scénario des 2. Mais bon, justement, je vais en reparler. Donc en fait, ce qui est important, c'est de bien faire la différence entre les deux puisque des fois, on peut avoir un avis négatif de la part de quelqu'un mais qui est constructive dans le fond. C'est-à-dire que peut-être que la personne a mal formulé et que c'est assez dur à entendre, etc. Mais au fond, il y a quelque chose à en tirer de ce retour négatif. Des fois, vous allez avoir des retours négatifs qui vont être très bien formulés aussi et très constructifs, et ceux-là, vraiment, on les apprécie. Parce que c'est normal d'avoir des retours négatifs de temps en temps, et c'est même très simple, parce que ça va vous aider à mieux vous développer, à mieux retravailler ce que vous proposez, et donc être sûr de proposer quelque chose de meilleur. Parce que justement, c'est le système de l'itération. On met en place, on teste, on essaye, on prend les retours et on recommence en prenant en compte les retours. C'est ça l'itération. Et c'est hyper important d'avoir ça en tête parce que les retours négatifs vont permettre de faire évoluer les choses. Moi personnellement, les retours négatifs m'ont permis de faire évoluer plein de trucs. Et quand je dis négatif, c'est pas forcément des choses très désagréables que j'ai eues, hein. Ça peut aussi être des choses qui sont très bien formulées, très agréables à lire, mais qui en effet pointent des choses qui vont pas. Dans les retours, on va dire vraiment négatifs, constructifs, mais qui font mal quand on les lit, en fait, ce qu'il faut, c'est toujours prendre du recul et essayer le plus possible de se mettre dans le prisme de la personne qui a fait cet avis-là. Parce qu'en fait, peut-être que pour vous, c'est pas grand-chose, peut-être que c'est pas grave, mais pour la personne en face, ça peut être grave, ça peut être important pour elle, ça peut être quelque chose. Je prends des exemples parce que souvent, j'ai des entreprises dont je vois les avis Google, parce que quand même moi, je fais des recherches à titre personnel, pour un garage, un restaurant, un coiffeur, que sais-je, je regarde les avis Google. Et en fait, de temps en temps, je tombe sur des entreprises qui ont des avis Google. Alors, c'est très rare d'avoir 100% d'avis positifs à 5 étoiles. C'est normal d'avoir des avis nuancés et c'est important. Et je trouve personnellement que c'est bien d'avoir des avis nuancés. Et en fait, il y a des entreprises qui réagissent extrêmement mal aux avis négatifs et qui vont prendre la parole de manière
pas du tout professionnel pour répondre à ces commentaires-là, sachant que l'idée, c'est plutôt de dire: «OK, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le commentaire négatif que je viens de me prendre? Comment est-ce que je peux transformer ça en quelque chose d'intéressant pour moi?» Et le problème, c'est que, par exemple, il y a une entreprise il y a pas longtemps, je regardais, je ne dirais pas de quoi c'est, et cetera. Mais tous les avis qui étaient négatifs, pas tous les avis, mais tous les avis qui étaient négatifs, parlaient de la même chose, parlaient du service de la personne au téléphone qui était très désagréable. Et à chaque fois, les commentaires du gérant de la page étaient du coup extrêmement agressifs par rapport à ça. Et là, on se dit, bah, malheureusement, déjà, ça veut dire que la personne n'a pas compris la critique, mais en plus, elle est en train de encore plus la mettre en valeur. Donc, c'est un petit peu dommage, donc il faut faire attention à ça. Par contre, sur tout ce qui va être vraiment les critiques négatives pures, c'est-à-dire les trolls, donc les personnes qui sont là pour être méchantes avec vous, pour être désagréables. Malheureusement, certains et certaines vont en croiser sur Internet. Moi, j'en ai eu plusieurs, hein, clairement. Dans ces cas-là, en fait, souvent, ça peut être très blessant parce qu'on va le prendre directement pour soi. Mais moi, mon conseil, et c'est un conseil que j'ai entendu de deux entrepreneurs assez, enfin de Shubham Sharma et de Tony Neves, donc qui sont assez bien installés aussi, c'était vraiment de se dire, ces gens-là, tout simplement, il faut les bloquer, il ne faut pas répondre, il faut bloquer, il faut supprimer. Parce qu'en fait, on va alimenter le truc en voulant répondre, même en essayant de faire une bonne réponse, bien construite, etc. Ça sert à rien. Vous ne devez pas de réponse à tout le monde, donc c'est important de garder ça en tête. Et moi, ce serait mon conseil par rapport aux trolls, c'est vraiment de masquer, bloquer, supprimer. Parce qu'en fait, c'est pas utile. Ces gens-là qui viennent juste pour dire des choses méchantes, c'est pas utile. Ça date un petit peu, mais il y a quelques années, j'avais fait c'était un post où je parlais de quoi exactement? En plus, c'était vraiment un truc vraiment simple. Je sais plus, je crois que j'expliquais la notion, un mot de marketing et j'expliquais la définition. Et il y a quelqu'un qui est venu commenter sous mon post, juste gênant. Je fais ok, enfin en quoi définir un mot c'est gênant? Donc déjà tu te dis personne n'a rien compris à l'utilisation de son mot ou enfin voilà, elle est venue mettre ça là pour le plaisir entre guillemets. Et dans ce cas-là, clairement, qu'est-ce que ça a de constructif? Rien. Qu'est-ce que ça m'apporte moi? Rien. Qu'est-ce que ça m'apporterait d'y répondre? Absolument rien du tout. Et surtout, est-ce que ce serait pertinent de le faire? Non. Donc dans ces cas-là, j'ai même pas essayé de répondre ou quoi. J'ai supprimé le commentaire et j'ai bloqué la personne, tout simplement, parce que il y a peu de chances qu'avec ce premier commentaire sur mes contenus, un jour elle ait envie de bosser avec moi ou enfin voilà, donc ou que j'ai envie de bosser avec elle. Donc du coup, c'est next. Faut savoir un petit peu faire la part des choses avec ça. Mais là, je parle vraiment des avis très négatifs, des trolls, etc. Mais du coup, moi, ce serait mon conseil, on va dire un petit peu, c'est n'oubliez pas que vous ne devez pas forcément de réponse à tout le monde, que vous n'êtes pas obligé de répondre à tous les avis négatifs. En tout cas, quand vous pouvez les masquer. Évidemment, là, je parle par exemple de commentaires sur les réseaux sociaux. Quand ce sont des avis Google My Business, par exemple, vous ne pouvez pas les masquer, du coup. Donc dans ces cas-là, si vous avez un avis très négatif sur Google My Business, là par contre, je vous conseille d'y répondre parce qu'en effet, un avis très négatif auquel on ne répond pas, ça peut, entre guillemets, qui me dit mot consent, donc ça peut faire croire que ça valide le retour négatif de la personne et c'est vraiment pas le but. Donc dans ces cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire en plusieurs étapes. La première étape, c'est d'accepter la critique. C'est le plus difficile et c'est de ne surtout pas répondre à chaud du coup. Donc dans ces cas-là, vous laissez le mail de côté, vous laissez le commentaire Google My Business de côté, vous le mettez dans un coin et vous revenez dessus plus tard. Parce que quand on réagit à chaud, évidemment, on le prend toujours très, très souvent pour soi, alors que la critique ne nous concerne pas forcément nous personnellement en tant qu'humains. Et du coup, bah, il faut justement pouvoir prendre ce recul-là. Donc, première chose, je dirais, c'est ça. Deuxièmement, quand vous répondez, c'est de comprendre la problématique de la personne en face. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, dans un restaurant, va dire il y a très peu de choix sur le menu, certes, ça peut être très mal pris par le restaurateur qui dit mais pourtant, je fais tout ce que je peux, etc. C'est juste de dire ben, selon son prisme à elle, ça ne veut pas dire qu'elle a raison, hein, mais selon son prisme à elle, il y avait peu de choix sur le menu. Donc dans ces cas-là, c'est justement de comprendre, dire ah, moi, excusez-nous, on est un restaurant de, je dis n'importe quoi, spécialité italienne. On a pris celles qui sont les plus connues et on estime que c'est ce qui est le plus pertinent à vous partager. Par exemple, hein, je ne formule pas ça bien parce que je fais ça en direct, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire par rapport à ça. La deuxième chose, si c'est un problème très spécifique, c'est d'inviter la personne à échanger en privé pour, en troisième point, lui proposer une solution.
Puisqu'en fait, ce qui est important, c'est de faire en sorte que cette discussion devienne privée, pour des raisons déjà, parce que c'est pas agréable de laver son linge sale en public, mais aussi parce que il peut y avoir des fois où vous avez besoin d'échanger autour d'informations personnelles. Donc par rapport au RGPD et pour le respecter, du coup, il faut éviter de discuter de ce genre de choses-là en public. Donc essayez de recontacter la personne directement par mail ou par téléphone si vous avez ses coordonnées, si vous savez qui c'est. Sinon, lui dire, donnez le numéro de téléphone ou le mail auquel elle peut faire sa réclamation. Ensuite, du coup, on va proposer une solution. Et c'est ça qui va être important, c'est un troisième point, c'est de proposer une solution. La solution, vous n'êtes pas obligé de la proposer directement. C'est-à-dire que vous pouvez dire qu'il va y avoir une solution de trouver. Et la solution n'est pas forcément un remboursement ou de l'argent. Il y a plein de manières de trouver une solution. Et je vais vous donner un exemple que j'ai lu dans un livre. Alors ce livre, je l'ai lu il y a très longtemps, puisque c'était au tout début où je me lançais. Donc je pense que j'ai dû le lire en 2014, quelque chose comme ça. Et en fait, il expliquait un cas où donc c'était quelqu'un qui vendait des pantalons, c'est ça, des vêtements, des pantalons. Et il y a une personne qui a acheté l'un des pantalons et qui a eu un problème sur le pantalon. Le pantalon n'était pas bien, je ne sais plus si c'était que c'était décousu, enfin voilà, ça n'allait pas. Donc il a envoyé un message au SAV, il s'est plaint, normal. La personne a répondu, a compris le problème. Il dit en effet, il y a un problème avec le pantalon que vous avez reçu. Il ne correspond pas au standard de qualité que d'habitude nous on a. Donc on va vous le remplacer. Et après, la personne a répondu ok, mais je fais quoi de l'ancien pantalon? Est-ce que j'ai le droit de le garder et après j'en fais ce que je veux, ou est-ce que je dois vous le renvoyer? Et alors, je ne sais plus comment ils en sont arrivés là, mais en fait, ils ont réussi à comprendre par message. Alors là, je suis d'accord que ça va très loin, mais c'est pour vous montrer un exemple. D'accord? Ils ont compris par message qu'ils étaient tous les deux fans de baseball. Et il y avait un gros match de deux équipes à ce moment-là. Et du coup, l'entrepreneur a proposé à l'autre personne, on va faire simple, vous, votre équipe, c'est ça, moi, mon équipe, c'est ça. Si telle équipe gagne, si votre équipe gagne, vous gardez les deux pantalons. Et si mon équipe gagne, vous recevez votre nouveau pantalon et vous nous renvoyez l'autre, celui qui ne convient pas. Je ne sais même plus qui a gagné ou pas ou quoi. Bref, ce que je sais, c'est que derrière, ces deux personnes-là ont continué à échanger et en fait sont devenus associés au sein de l'entreprise puisque justement, celui qui avait reçu un truc défectueux a pu aider et améliorer les process, etc. Je sais que ça fait très, belle histoire entrepreneuriale dit comme ça, je suis d'accord, mais ce que je veux dire par là, en fait, la seule chose que je veux que vous reteniez de ça, c'est pas forcément de devenir pote avec les gens qui vous critiquent, c'est juste que d'une critique peut venir une vraie information constructive qui peut vraiment vous aider à vous développer, à améliorer vos produits, à améliorer vos offres, etc. Et donc dans ce cas-là, en effet, c'est important de le prendre en considération. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'exite tous les trolls et les personnes qui sont là juste pour être désagréables. On est d'accord. Et ça vous donne une idée par rapport à ça. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce point-là. Tiens, salut Manon. Voilà ce que je voulais dire sur ce point-là. Donc si vous avez d'autres questions, d'autres points que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez surtout pas. Je vais en profiter pour boire un petit coup. Alors désolé si vous entendez les petites griffes sur le parquet. Il y a mon loulou qui est avec moi et comme il fait chaud, il a tendance à se balader dans toute la maison et donc on entend ses griffes sur le parquet. Mais bon. T'avais pas vu l'heure, mais c'est pas grave maintenant, il n'y a pas de souci. De toute façon, là, on est à la moitié du live. Donc, j'ai juste abordé la gestion des avis et commentaires négatifs. Mais là, du coup, l'idée, c'est si vous avez d'autres questions complémentaires, toi ou les personnes connectées, parce que je vois qu'il y a d'autres personnes connectées, n'hésitez pas à me poser vos questions, parce que c'est toujours intéressant si vous avez des questions particulières auxquelles je peux répondre. Que là, cette semaine, on a fait de la création de contenu. Justement, hier, on faisait de la création de contenu avec Karina. Et il y a un truc que j'ai trouvé intéressant aussi, c'était que dans mon métier, dans le fait que j'accompagne des personnes dans leur stratégie de communication, etc., il y a en fait beaucoup de fois où les gens me posent la question est-ce que mon idée, elle est bonne? Et en fait, dans 99% des cas, l'idée, elle est bonne de base. C'est juste qu'elle a besoin d'un petit peps, elle a besoin d'un petit truc pour aller mieux, pour être sûre qu'elle corresponde bien à la stratégie de l'entreprise, etc. Mais faites confiance à vos idées. Souvent, quand vous avez une idée, il y a de fortes chances qu'elle soit bonne, en fait. Donc, n'ayez pas peur de l'utiliser. Non, j'ai pas vraiment de questions. Ok, très bien.
T'as changé de couleur de cheveux? Non, 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 c'est juste que c'est en train de se délaver. Mais non, non, j'ai pas changé de couleur de cheveux. Pas encore. Donc, non, non, pas encore de changement sur ce point-là. Peut-être d'ici quelques jours, je vais voir avec l'été qui arrive, le soleil. Mais ouais, c'est important de faire, comment dire, de croire en vos idées de contenu parce qu'il y a de très fortes chances qu'elles soient bonnes. Les rares fois où elles sont pas bonnes, c'est soit que vous-même vous y croyez pas. Donc là, bah voilà, la réponse elle est vite répondue comme on dit. Soit en fait c'est juste qu'il leur manque un twist, un peps, un truc qui fait que un angle qui fait qu'elle est vraiment bonne. Mais hormis ça, quand vous réfléchissez au contenu que vous avez envie de créer pour votre entreprise, il y a de fortes chances qu'il soit bon. Par contre, ce qu'il faut, et ça c'est évident, c'est toujours de se remettre à la place de votre cible et des personnes qui vous suivent. C'est de se dire, est-ce que mon ou ma cliente, ou le prospect que j'ai envie de toucher, est intéressé par ça sincèrement? Est-ce que je m'éloigne pas trop de ce que j'ai envie de lui communiquer ou pas? C'est juste ce point-là. Et des fois, quand on s'éloigne un peu trop, on peut quand même communiquer là-dessus, mais il faut réussir à doser. C'est-à-dire que si on s'éloigne un petit peu, on peut en faire un ou deux posts, mais le but, c'est pas que ça devienne une nouvelle ligne éditoriale, ou alors il faut complètement changer la stratégie de base, hein. On est bien d'accord. C'est vrai que le côté peps, c'est pas facile à trouver. Bah oui, non, mais je comprends. Et c'est pour ça, enfin, moi j'avoue, c'est un peu mon truc. J'adore trouver des posts, des idées, etc. et pouvoir les twister, les pepser, trouver le petit truc qui va faire que, ça y est, c'est un petit peu plus sympa. Et je sais que c'est le truc que j'aime le plus quand j'en parle avec les gens et que les gens me disent justement, la phrase que j'entends, c'est le côté ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça, trop bien, je note l'idée, tu vois. Bah ça, j'aime trop quand j'ai ce retour-là. Salut Alex, bienvenue sur le live. Si tu as des questions, hein, pareil, n'hésite pas. S'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde, des choses que tu as vu passer, n'hésite pas. Je suis là pour ça ce matin, ce midi, cet après-midi. Je sais plus quelle heure il est. On est vendredi, je suis complètement décalée. Faut pas m'en vouloir. En plus, je suis explosée aujourd'hui parce que je me suis réveillée à 4h30 parce que monsieur ici présent que vous ne voyez pas mais qui est allongé sur mon tapis, monsieur Link, le chien, m'a réveillée ce matin parce que quand mon chéri est parti travailler très tôt, ça l'a réveillé et du coup il voulait absolument sortir à 4h30 du matin. Donc c'était super. Donc ça m'a un peu claqué ma nuit en deux, mais bon. Je pense qu'aujourd'hui je vais y aller un petit peu plus mollo, donc c'est pour ça. Que des fois si je suis pas complètement, si je sais plus quelle heure il est et quel jour on est, c'est normal. Je fonctionne comme ça. Donc comme je disais, ouais, voilà. Si vous avez des questions, des choses sur lesquelles vous voulez que je déblatère, j'ai encore 15 bonnes minutes à passer avec vous si vous le souhaitez. Petite question, c'était quoi ton tout premier projet client? Ah, alors, attends, que je dis pas de bêtises parce que c'était il y a 12 ans. Ça commence à dater. Mon tout premier projet client, mon tout premier devis, il faudrait que je le retrouve. Alors, je sais pas si c'était mon tout premier, mais en tout cas dans les tout premiers que j'ai fait et dont je me souviens vraiment, il y avait eu, mais c'était 2 sites. Les projets qui me reviennent le plus vieux, c'était 2 sites. L'un des premiers, c'était un site internet pour, d'ailleurs je crois je sais pas s'il a été refait depuis. Je pense que si, parce que, enfin, j'espère pour eux, parce que quand même, il était pas mauvais, mais il a été fait il y a 12 ans, quoi. Donc bon, normalement, il a déjà été refait ce site. Mais je sais qu'il est resté longtemps. Ouais, c'est bon, ils l'ont refait. Mais je sais qu'en vrai, il est resté assez longtemps ce site-là. Donc c'était un site pour un camping de la ville où j'habitais, en fait, tout simplement. Donc je venais de me lancer, je venais de commencer à travailler en agence web. Et c'était quelqu'un que je connaissais très bien, c'était une amie, enfin pas une amie directe, mais comment dire, son mari et mon copain de l'époque se connaissaient très bien via le basket. Et donc du coup, elle tenait un camping dans la ville où j'habitais, qui était très touristique, etc. Et donc du coup, elle voulait refaire un site internet. Donc je lui avais refait son site internet, enfin je lui avais fait son site internet et je l'avais formé un peu aussi sur les réseaux sociaux. Donc notamment à l'époque, je l'avais formé sur Facebook en particulier.
Ça, c'était un des premiers projets dont je me souviens. Le deuxième dont je me souviens, c'était aussi du site, mais là, c'était juste du maquettage. C'est-à-dire que c'était un autre intégrateur qui s'est occupé justement de toute la partie intégration. C'était le maquettage d'un site qui, je sais même plus ce qu'il faisait. Je me souviens très bien de la maquette, mais je me souviens plus du tout du sujet. Je sais que c'était quelque chose d'assez technique, d'assez... ouais, c'était dans la tech, etc. Et j'avoue qu'à l'époque, moi, on m'a juste demandé, fais une maquette. Il y avait déjà quasiment des mock-ups de faits, donc du coup, je suis repartie et j'ai réadapté la charte, etc. Mais je pense que ouais, ça doit être mes premiers projets, c'était ça. C'était ce genre de projet-là. Et d'ailleurs, sur le camping, c'est drôle parce que c'est marrant que tu en parles, Alex. J'avais travaillé avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que j'avais délégué une partie de l'intégration à quelqu'un d'autre, on s'était associés sur ce projet-là. Et c'est marrant parce que je me souvenais même pas que j'avais fait ça assez tôt, en fait, de répartir la charge de travail, mine de rien. Donc ouais, ça c'était mes premiers projets, c'était surtout du site web à l'époque. J'ai beaucoup fait de site web au début. Déjà parce que bah, c'était aussi le début de vraiment beaucoup de gens qui comprenaient que c'était important d'avoir un site web, à quoi ça servait, machin, etc. Donc c'était surtout ça. Et ensuite, c'était un peu une autre mission que j'avais, c'était de la veille réseaux sociaux ultra ciblée. Salut Karina. C'était vraiment de la veille dans un secteur d'activité très particulier sur, pareil, de la tech, parce que j'étais très dans la tech à l'époque, j'adorais ça, je traînais avec des développeurs et tout, enfin ça m'éclatait. Et je devais faire de la veille ciblée, donc vérifier les posts, réagir aux posts de la part de l'entreprise, trouver les contenus qu'on pouvait repartager, les sujets qu'on pouvait aborder, enfin bref, etc. En gros, c'était ça. Je sais pas si ça a répondu à ta question. Et quand est-ce que tu as commencé à être formatrice? Alors, j'ai commencé à donner des formations à peu près... donc, je me suis lancée à mon compte en février 2013 et j'ai commencé à échanger avec le centre de formation avec qui je travaille toujours aujourd'hui. Donc, ça fait 12 ans qu'on bosse ensemble. 11 ans, 11-12 ans. J'ai commencé à échanger avec Muriel, donc de Vent d'études, qui est un centre de formation avec qui je travaille toujours, en novembre. Et je crois que ma première formation devait être en février ou un truc comme ça. Donc, en gros, au bout d'un an, d'être à mon compte. Au tout départ, en fait, la première formation qui m'a été demandée d'animer, c'était donc Muriel qui avait des demandes de la part de parents, parce qu'en fait elle faisait enfin elle fait toujours hein, d'ailleurs, faisait du soutien scolaire et de la formation professionnelle. Et dans le soutien scolaire, elle avait plusieurs parents qui lui demandaient un peu des bases de c'est quoi Facebook, on comprend pas comment ça marche. Il faut se remettre en 2013. Hein. On comprend pas comment ça marche et nos enfants l'utilisent et on a un petit peu peur. Donc on avait fait plus un espèce d'atelier en mode c'est quoi Facebook, comment ça fonctionne, comment est-ce que vous pouvez en parler avec votre enfant. Et en fait, à la suite de cet atelier-là, il y a deux parents qui sont venus nous voir, qui nous ont dit bah, écoutez, moi je travaille dans une entreprise. Alors je crois qu'il y en a un qui c'était dans sa boîte et l'autre c'est parce qu'il était à son compte. C'était bah, voilà, j'aimerais bien comprendre comment fonctionne Facebook pour les entreprises, donc à usage professionnel. Et Muriel m'a dit bah, est-ce que tu te sens d'animer ça? Je dis bah ouais, ok, c'est parti quoi. Et c'est parti comme ça. Après, j'ai commencé à former les commerçants du centre-ville, parce que Muriel faisait partie enfin, je crois qu'elle en fait d'ailleurs toujours partie aussi, de l'association des commerçants de centre-ville. Donc, j'ai formé ces personnes-là à travers Muriel. Puis, j'ai bossé pour eux pour faire leur création de contenu pour la page des commerçants, etc. Donc, les formations, c'est arrivé comme ça. Et les formations scolaires, comment est-ce que c'est arrivé le scolaire? Je crois qu'à l'époque, c'est une copine à moi qui donnait déjà des formations dans un établissement scolaire et qui avait un peu envie d'arrêter parce qu'elle voulait se consacrer à autre chose. Et notamment la partie réseaux sociaux, ça commençait un peu à la saouler. Et du coup, elle m'avait dit qu'elle voulait arrêter. Et elle avait donné mon nom à la responsable pédagogique. Et donc, du coup, je l'avais rencontrée, on avait échangé. Elle avait dit, bah écoutez... enfin, voilà, on peut bosser ensemble. Je dis, bah ouais, pas de souci. Et ça se fait un petit peu comme ça. Donc vraiment, je vais pas dire du hasard non plus, mais voilà. Deux situations un peu comme ça. Alors Muriel, je l'ai rencontrée via une soirée de rencontre entre entrepreneuses. Et du coup, l'autre, c'était une copine, vraiment une copine perso. Enfin, c'est toujours d'ailleurs une copine perso qui, elle aussi, était à son compte et qui donnait déjà des cours et qui, du coup, voulait passer la main sur les cours qu'elle donnait. Et après, bah, comme j'avais eu vent d'études et comme j'avais eu cet établissement-là, c'était plus facile pour moi d'aller démarcher d'autres établissements scolaires.
Sachant qu'en fait, j'ai jamais démarché, en fait. Non, j'ai jamais démarché en fait sur la formation. On est venu me chercher. En fait, je mettais à jour mon profil LinkedIn et je disais que je faisais de la formation pour des centres professionnels, etc. Et du coup, on est venu me chercher sur ces sujets. J'ai donné des cours dans 1, 2, 3, 4 établissements scolaires différents. Toujours post-bac, voire même pour certains c'était reconversion professionnelle. Et j'ai donné des formations dans des organismes de formation professionnelle, donc dans 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça, 5 organismes professionnels, donc organismes de formation, comme on dit, OF, dans le jargon. Voilà. Ça répond à ta question, Alex? Tu as envie de donner des formations? Pardon. Mais ouais, en fait, c'est des choses qui sont venues un peu à moi, je vais pas dire par hasard, parce que c'est pas du hasard, mais je pense qu'il y a aussi une autre époque. Enfin, c'est pas un... On n'était pas beaucoup à faire ce que je faisais dans le secteur où j'étais, géographiquement parlant. Je pense qu'aujourd'hui, à choisir, enfin, comment dire, à prospecter ou quoi, bah, ce serait quand même vachement plus compliqué, à mon avis, hein, de faire son trou. Metallica ou Megadeth? Ah, c'est dur. Euh, je dirais, Metallica pour leur, on va dire, aura qui va au-delà des personnes qui écoutent ce style de musique. Et c'est ça que je trouve intéressant. Le côté où c'est pas écouté que par des gens du milieu. Donc voilà. Et en fait, j'aime bien ce côté où ça permet de, comment dire, de faire connaître à d'autres personnes. Alors moi, je trouve ça intéressant parce que moi, je suis très éclectique en termes de musique. Donc voilà. Mais Megadeth, j'aime beaucoup aussi. Team Metallica. Bon, ça va alors. J'aimerais bien être formatrice un jour. Bah, c'est des choses qui, alors, ça se travaille. Ce qui est bien, c'est que tu as commencé, de ce que je sais, à le proposer toi. En fait, je pense que c'est bien de commencer comme tu fais, de prendre un petit peu, comment dire, l'habitude, et ensuite peut-être de démarcher à ce moment-là, de se rapprocher d'établissements, ce genre de choses. Le choix me rappelle le podcast Confidence entre indés. Oui, c'est vrai que dans les épisodes, on fait souvent des petits choix en début avec les invités ou même l'épisode qu'on a enregistré avec Mel en mode on se pose 2 questions et il faut trouver, faut dire bah voilà entre ça et ça qu'est-ce que tu choisis et là en effet c'est Metallica dit que la nana qui n'écoute absolument pas ce genre de musique. Mais voilà justement, en fait c'est ça que j'aime bien, c'est l'aura du groupe qui fait que il est écouté par beaucoup de personnes. Invitez-moi, je suis pas entrepreneur, mais c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Ça pose pas de soucis, pas besoin d'être entrepreneur. Hein. Sinon après, faut mettre une cravate et dire salut à toi, jeune entrepreneur. Et là, on sort du truc. Donc bon. Et puis pareil, sur la même lancée, Wine Rose ou Powerwolf. Ah, mais c'est dur ça. Ah non, mais ça c'est trop dur. Ah, c'est dur. Les gens qui connaissent pas, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il y a quoi avec cette... Alors, clairement, ma réponse est constructive. Je vais dire Powerwolf parce que, honnêtement, j'écoute plus de Powerwolf que de Wine Rose, clairement. Oh là là, je suis larguée. Alors, pour ceux qui connaissent pas du tout, Wine Rose, c'est un groupe de métal, mais qui est plutôt, on va dire, leur historique. C'est vraiment le côté, on est des nains dans la montagne et on fait de la musique. Donc, ils ont un côté très Seigneur des Anneaux, etc. Donc, ils ont un univers autour de ça. Powerwolf, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup de chants lyriques, le chanteur a une voix vraiment de ténor, etc. Et leur univers tourne autour du loup-garou notamment, et ils adorent la France aussi. Donc je dirais Powerwolf parce que j'écoute plus Powerwolf au quotidien, parce qu'il y a plus de titres qui sont dans ma playlist. Par contre, quand je suis allée voir Powerwolf en octobre l'année dernière, c'est parce qu'à la base, je voulais voir Wine Rose, qui était en première partie. C'est-à-dire que j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait Powerwolf. Moi, je voulais voir Wine Rose, en fait.
Et je trouve que, en fait, c'est ce que je trouve que Wine Rose n'est pas assez connu par rapport à la qualité de ce qu'il propose, que ce soit dans les musiques, dans les interactions avec leur public, tout ça. Je trouve qu'ils sont trop sous-cotés, clairement. Par rapport à, même si Powerwolf est excellent et j'aime beaucoup, et d'ailleurs j'aime bien les entendre chanter en français aussi, etc. Je trouve que Wine Rose est clairement sous-coté par rapport à ce qu'ils font parce que c'est trop bien. Et pour finir sur le thème métal, c'est quoi ton prochain festival? Ah, j'en ai pas de prévu. Ça fait 7 ans que je suis pas allée en festival, ça me manque énormément. J'ai loupé des occasions d'aller au Hellfest et j'ai pas de festival de prévu, clairement parce que aujourd'hui les budgets c'est beaucoup trop élevé. Faut partir, en plus faut aller s'héberger, etc. C'est trop compliqué. Donc j'avoue, j'ai pas de festival de prévu. J'ai même pas de concert là, c'est très rare. J'ai aucun concert de prévu. D'habitude, il y a toujours un concert au moins dans l'année. Là, j'en ai aucun de prévu. Ouais, donc je sais pas, j'aimerais bien. Clairement, bah voilà, le Hellfest, tous les ans j'ai envie d'y aller, donc si je peux y aller l'année prochaine, ce sera avec grand plaisir, mais si je peux pas, je peux pas. C'est un peu le souci, hein, c'est le prix et la disponibilité aussi, parce que mine de rien, 4 jours, c'est pas rien. Et puis après, il y a peut-être aussi des festivals que je ne connais pas. Il y en a que j'ai vus là qui m'avaient l'air trop bien, mais ils étaient trop loin, le temps de s'organiser, d'y aller, etc. Et puis, mine de rien, le problème, c'est qu'y aller seul, je trouve ça quand même moins fun, les festivals seuls. Y aller à plusieurs, il faut réussir à s'organiser avec d'autres personnes. Et surtout, nous, on a des loulous à la maison, et donc il faut les faire garder. Donc c'est aussi une problématique. C'est ça aussi de choisir d'avoir des animaux, et c'est une problématique pour faire garder les animaux. Donc c'est toujours une organisation qui est beaucoup plus complexe que juste se dire tiens, on part en festival. Donc je pense que c'est peut-être aussi ça qui nous a un petit peu ralenti sur ça dernièrement. Viens à l'Omega Sound à Angers. Je connais pas du tout. C'est vers octobre et les prix sont larges, abordables. Eh ben écoute, on en reparlera en privé, mais tu me diras ce que c'est parce que je connais pas du tout. Mais même, tu vois, j'aimerais bien aller à Art to Play en novembre parce qu'il y a une artiste que j'aime beaucoup qui va y être. Mais même des conventions, tout ça, j'en ai pas fait depuis très très longtemps, depuis 5 ans, je dirais au moins. En ce moment, ouais, en gros, pour être très honnête, le budget par ailleurs, notamment dans la maison, bah en fait, on a un petit peu mis de côté ce genre de choses-là. Même si l'année dernière, j'ai quand même fait 2 concerts et c'était trop trop cool. Mais 2 ou 3, deux concerts et j'ai adoré. Et j'espère en refaire cette année, mais j'avoue que là, en fait, on est rendu en juillet, et je me rends compte que j'ai pas de concert de prévu cette année, ce qui est assez étrange, que d'habitude on en fait au moins un par an. Mais bon, peut-être qu'on en trouvera un autre d'ici la fin de l'année, hein, je ne sais pas. Eh ben, c'est l'heure de vous laisser, en tout cas avec cette discussion mi-pro, mi-métal, mi-festival musique. En tout cas, merci, c'était trop chouette de parler de ça. Même moi, j'adore parler de tout ça. Je vous souhaite un très bon vendredi, très bon après-midi, bon week-end de 3 jours pour ceux qui prennent les 3 jours et bon week-end normal pour ceux qui travailleront lundi. Il y aura un live du coup Insta Papote la semaine prochaine, pareil 13h30 le vendredi. Il y en aura un la semaine suivante et après il y aura une pause jusqu'à septembre. Donc voilà. Et la semaine prochaine, pour celles et ceux qui sont intéressés, il y aura des lives de coworking sur YouTube. Donc si vous voulez venir coworker en live sur YouTube avec moi, je serai connectée. Je ne sais pas encore quand, mais je l'annoncerai. Il faut que je revérifie mon planning, mais ce sera prévu. Bon week-end tout le monde et puis à bientôt.